ça va être expérimental pour moi, peut-être pour vous, probablement pour vous. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont venus pour expérimenter eux-mêmes? Il y en a un, deux, trois. Bon, les autres sont ceux qui veulent faire de la théorie des groupes, ils vont être déçus. Et puis ceux qui sont venus pour se chauffer, ceux-là, ça devrait aller. Voilà, s'il y avait plus d'expérimentateurs, ça serait mieux. Ça serait bien qu'ils se mettent sur les côtés parce qu'ils vont descendre ici et ils vont m'aider. Plus il y aura d'expérimentateurs, mieux ça sera. Alors je vais présenter le Labozaïque, qui est le matériel qui est là, qui a été conçu par le laboratoire de mathématiques Nicolas Orem, LMNO, c'est facile à retenir, il y a 4 ans, 5 ans, et qu'on utilise beaucoup auprès des scolaires, des lycéens, des collégiens, de nos étudiants, du grand public, pour des exposés comme ça ou lors de la fête de la science. C'est un matériel qui s'adapte très bien à tous les niveaux de présentation pour vraiment expérimenter sur la géométrie. On va commencer avec des miroirs. Qu'est-ce qui se passe quand on a un miroir? Voilà, j'ai un miroir, vous vous êtes déjà regardé dans la glace. Tous les hommes politiques font ça et nous racontent que chaque matin, ils sont fiers de ce qu'ils voient dans la glace. Sauf que ce qu'ils voient dans la glace, quand c'est un homme de droite, il se voit à gauche. Et quand c'est un homme de gauche, il se voit à droite. Le miroir a cette propriété d'inverser la droite et la gauche. Pour ceux qui ont des insomnies, d'ailleurs, il y a une jolie question à se poser. Pourquoi est-ce que les miroirs inversent la droite et la gauche et n'inversent pas le haut et le bas? Vous pouvez réfléchir à ça, la nuit. Alors quand je dis miroir, ça dépend des miroirs, parce que bien entendu, on peut se regarder dans un miroir. Et quand on se regarde dans un miroir, qu'est-ce qui se passe si on lève la main droite? Je vois une main gauche. Une main gauche? Elle se lève à ma gauche. Et c'est une main gauche ou une main droite? C'est une main droite. C'est une main droite. Il a levé la main droite et il voit une main droite. On lève la main droite et on voit une main droite. C'est fabuleux. On lève la main droite et on voit une main droite. Donc ça dépend des miroirs. Il y a les miroirs plans. Quand on lève la main droite, on voit une main gauche. Et puis il y a des miroirs courbes. Ça peut arriver que quand on lève la main droite, on voit une main droite. Voilà, vous pouvez faire passer, si vous voulez, pour ceux qui veulent voir la main droite à droite. Vous allez expérimenter, beaucoup expérimenter. Après un miroir, on peut regarder ce qui se passe quand on a deux miroirs. Deux miroirs, ça nous donne la composée de deux symétries. Et la composée de deux symétries, je vais faire un tout petit peu de maths quand même, il faut bien que je prononce quelques mots, c'est une rotation, c'est-à-dire qu'on va tourner. Voilà une machine avec deux miroirs. J'ai mis deux coquillages ici. Si vous regardez, vous en voyez combien des coquillages? Vous en voyez 8. Il y en a 2 ici, il y en a 2 là, il y en a 2 ici, et il y en a 2 là. Ça fait 8 coquillages en tout. Qu'est-ce qui se passe si j'en rajoute 2 autres? Il y en aura combien en tout? Il y en aura 16. Bon. Les miroirs qui sont ici sont articulés. C'est-à-dire que je peux bouger ce miroir-là. Qu'est-ce qui se passe si je ferme les miroirs? Il y en a plus. Plus je ferme l'angle des miroirs, bien entendu, plus il va y avoir d'images. Il y a 6 images, il y a la réalité plus 5 images, ce qui nous donne 24 coquillages. Est-ce que je peux avoir 10 images? En resserrant jusqu'à combien? Vous savez le lien qu'il y a entre l'angle qui est ici et le nombre d'images? Non. Alors, en fait, toutes les images sont les mêmes. Si vous regardez ce qui se passe autour du poteau, ici, il y a un tour complet. Il y a un tour complet qui est fabriqué avec 6 images. Donc, une image, c'est 1/6 de tour. Si on le compte en degrés, ça fera 60 degrés. Si on le compte en radians, ça sera autre chose. Si on le compte en grades, ça sera autre chose. Mais une image, c'est 1/6 de tour. Si on veut 10 images, il n'y a qu'à mettre 1/10 de tour. Alors j'ai des graduations ici, ça tombe bien, ça fait combien de degrés 1/10 de tour? Vous venez tourner
pour mettre à 10 images et vérifier. Vous voyez la graduation, il y a 30, 36, 45. Il faut mettre le métal en face de la graduation. Voilà. Et vous vérifiez combien y a-t-il d'images. Le compte y est. Alors, ça fait combien de coquillages là en tout? Il y en a 40. Il y en a 40. J'en ai encore quelques-uns ici, là j'en ai une dizaine, un peu plus. Est-ce que ça serait possible d'en voir 31 ou 91? Qui est-ce qui saurait venir en mettre 31 pour qu'on voit 31 coquillages en tout? 91? Non, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que c'est des nombres impairs. Je n'ai pas 31 coquillages dans ma boîte, j'en ai un peu moins, il y en a une vingtaine peut-être. Et je voudrais en voir 31. Est-ce qu'on peut en voir 31? Pourquoi il faut que ça soit pair? Alors, regardez. Je vais bouger jusque ici. Je mets un coquillage au milieu. Il y a combien de coquillages en tout si on regarde les images? Un cinquième, donc il y en a 5. Donc on peut en voir 5. Est-ce qu'on peut en voir 31? Oui? Eh bien, tu viens mettre les coquillages alors. Il faut expérimenter. Tu mets ce que tu veux ici et tu bouges le miroir où tu veux, ça peut se fermer jusque-là. D'accord. Donc moi je vais chercher un 31e de tour ou un 30e. Ouais, sauf qu'en fait on ne peut pas aller plus bas qu'un 24e de tour. Sinon on va casser les miroirs au milieu. Un 24e? On n'a pas le droit de casser les miroirs. Un 24e, ouais, mais un 31e, on ne peut pas. Si vous avez des idées, il faut l'aider hein, quand même. Ah, un truc et demi. Qu'est-ce qui se passe? Alors, regarde, ici, je suis à un tiers de tour. Il y a 3 images. Ici, je suis à un quart de tour, il y a 4 images. Qu'est-ce qui se passe quand je suis entre les deux? Il faut expérimenter. Il y a combien d'images? Ça dépend de l'endroit où on se place. En fait, les images ne vont pas se recoller comme il faut. Donc ça marche bien si on est exactement à un énième de tour, un tiers, un quart, un cinquième, un sixième, etc. Si on est entre un tiers et un quart, ça ne marche pas. Si je voulais avoir 10 coquillages et que j'en ai que 7 à ma disposition, comment on ferait? On irait à la plage. Oui, on irait à la plage, mais elle est loin. De chez moi, c'est pas loin, mais ici, c'est un peu loin. Oui? Je mettrais 2 et je le mettrais au 10. Eh bien voilà, parce que 2 fois 5, ça fait 10. On fait un cinquième de tour et on met 2 coquillages. Si on veut 31 coquillages, comment on fait? Ça ne marche pas parce que 31 est premier. Ça veut dire quoi qu'il est premier? Ça veut dire qu'on ne peut pas le casser en 2. 10, c'est 2 fois 5. Alors c'est pratique, on met 2 coquillages avec 5 images. Et dans ce cas-là, on a 10 coquillages en tout. Ou alors, on pourrait mettre 5 coquillages avec 2 images. Sauf que ça ne s'ouvre pas assez pour avoir 2 images. Et si on en veut 91? C'est pareil, sauf que c'est un piège parce que 91, il n'est pas premier. Bon. C'est 7 fois 13. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, 7 coquillages et un 13e. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Un 13e, ça fait combien? 30 degrés, c'est un combienième? Un 12e. Je veux un 13e. Je mets un petit peu moins. On voit vraiment 31? Eh bien, comptez. Ah non, pas 31. 91. 91. Voilà, je vous écoute compter si vous voulez. Alors, qu'est-ce qui se passe si on veut voir ce truc-là? Est-ce qu'on peut mettre une image là-dedans de façon à voir ça? Un enjoliveur, comme ça. 5. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le couper en 5, par exemple ici et là. On prend cette image-là, on la met à l'intérieur, ici, et puis on reconstitue le total. Toutes les rosaces, un cristal de neige, qui n'est pas parfaitement symétrique, mais il est pas mal quand même. Une fleur qui est assez symétrique, une rosace en architecture. Alors ce n'est pas parfait non plus, parce que si vous regardez les remplissages, ce n'est pas toujours exactement la même chose, mais ça marche pas mal quand même. Voilà comment obtenir les rosaces. Et qu'est-ce qui se passe si on veut reproduire sans enjoliveur? C'est plus dur. Et pourquoi c'est plus dur? Parce que les
le dessin n'est pas radial, mais si je regarde ce qui se passe en architecture, il y a des courbes quand même, il y a des endroits où ce n'est pas radial. Hein. Si on regarde ce qui se passe ici, et puis là, ce morceau-là n'est pas radial. Voilà, il y a une symétrie miroir. Et l'autre, l'enjoliveur qui est ici, n'a pas cette symétrie miroir. Tous les petits machins, vus du centre, ça tourne à droite, ça ne tourne pas à gauche. Il n'y a pas l'analogue qui tourne à gauche. Or, le miroir me dit que s'il y a un endroit où ça tourne à droite, alors il doit y avoir, du côté symétrique, un endroit où ça tourne à gauche. Donc tous ces dessins-là, on ne peut pas les reproduire avec ce miroir. Ça non plus. Le frangipanier. Encore, ça non plus. Donc la symétrie miroir nous permet de reproduire certaines symétries planes, des rosaces, ce qu'on appelle les groupes diédraux. Du point de vue mathématique, c'est les groupes diédraux, ben oui, le dièdre, il est là. Donc on a les groupes diédraux, et par contre, on n'a pas ce qu'on appelle les groupes cycliques, qui sont plus simples pourtant, mais on n'a pas les groupes cycliques. Donc si vous avez des idées et de l'argent à nous filer pour le labo, on refera du matériel pour étudier les groupes cycliques. Mais pour l'instant, on n'a que les groupes diédraux. C'est des histoires de chiralité. Les chiromanciennes, elles regardent les lignes de la main. Si je mets ma main ici, c'est une main droite. Je le remets à nouveau à 72 degrés. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il me faudrait deux personnes, une qui regarde ici, une qui regarde là. Regardez la deuxième image ici. Et regardez d'ici. Je veux bien la mettre comme ça. La première, la deuxième elle est là. C'est une main droite ou une main gauche? Il faut la regarder d'ici. Et là, vous la regardez de là. Je veux la première ici et la deuxième. Et en partant d'ici, par contre, c'est la première, la deuxième et la troisième. La première est gauche et la deuxième est droite. Voilà. Et la suivante? Elle sera gauche. Moi, je le vois droite. Donc, vous la voyez droite d'ici. Il y en a une gauche ici, puis une droite. Quand vous regardez ici, vous en voyez une gauche, puis une droite, et la suivante. Donc, si on se met au milieu, la suivante, elle est gauche. Oui. Donc, il y a un problème. Il y a effectivement un problème. Quand on a un nombre impair d'images, puisqu'à chaque fois qu'on passe un miroir, on change le sens, l'orientation. Si je regarde l'image qui se trouve, pas la première, mais la deuxième, en tournant dans ce sens-là, c'est la deuxième, mais en tournant dans ce sens-là, c'est la troisième. Donc les images ne se superposent pas. Elles sont au même endroit, mais il y en a une qui est tournée par rapport à l'autre. Voilà. Vous avez des idées pour votre prochain papier, comme ça? Bon, c'est bien. Voilà deux miroirs. Je me remets à 60 degrés. 60 degrés, c'est l'angle d'un triangle équilatéral. Ça tombe bien, j'ai un troisième miroir. Je vais pouvoir mettre le miroir ici. J'ai deux miroirs. Avec deux miroirs, j'ai 6 images. Je vais mettre un troisième miroir ici. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura combien d'images? 18. Plus une infinité. 12. Beaucoup. 27. Alors, tout le monde s'est fait une opinion? Eh bien, ceux qui veulent voir, ils viennent voir. Vous mettez vos yeux juste à la hauteur qu'il faut, et vous voyez, et vous ne dites pas aux copains ce que vous voyez. Voilà. Vous venez voir. On a donc une infinité, on a un pavage infini. Si je regarde comme ça, je vois jusqu'à 3 km, il y a des coquillages, des coquillages, des coquillages, plein. Témoin, voilà, je ne raconte pas des bobards. Alors on va regarder justement ce qui se passe. J'enlève ça pour l'instant et je vais remplacer par à peu près la même chose. Voilà, une chambre triangulaire, donc il se passe la même chose que là-dedans.
mais elle est faite pour regarder certaines choses. Si on met une image là-dedans, elle va se reproduire à l'infini. Donc il y a une question qui se pose. Quand on met une image, qu'est-ce qu'on va voir? Et l'autre question, si on veut obtenir tel pavage, qu'est-ce qu'il faut mettre à l'intérieur? C'est la question inverse. Alors par exemple, voilà 2 pavages. Je voudrais voir ces pavages à l'infini en mettant quelque chose à l'intérieur. Est-ce qu'il faut mettre, alors je vous les montre en grand, est-ce qu'il faut mettre ça? Est-ce qu'il faut mettre ça? Ou est-ce qu'il faut mettre ça? J'en ai 3 à vous proposer pour 2 pavages. Il faut savoir lequel va où, qui est l'intrus. Alors, voilà, reprenez les 2 pavages, je les pose ici. Je vous montre les 3 triangles, ils sont là, 1, 2 et 3, et vous me dites quel triangle va avec quel pavage, qui est l'intrus éventuellement, puis après on vérifie. Alors non, c'est là-dedans qu'on va le mettre, c'est ça qu'on va mettre. Hein. On va le mettre en grand, on va le mettre en grand. On va mettre un truc de cette taille-là, c'est-à-dire celui que vous avez en main, en fait, c'est celui-là que je vais mettre dans la machine. Ça, c'est juste pour voir ce que c'est. Allez-y, pour mettre ça. Ça serait celui-là. Ah non, moi c'est celui-là, il serait celui-là. Non, il faut réfléchir d'abord, et quand on s'est fait une opinion, on essaye. Voilà les 2 pavages, et donc il faut arriver à imaginer ce qu'on va mettre à l'intérieur pour obtenir ces pavages-là. Bon, vous vous êtes fait une opinion? Alors, pour ce pavage-là, vous avez dit celui-là. Allons-y. On essaye et on regarde. Alors, c'est ça ou c'est pas ça? Comment? C'est pas ça. Non, c'est comme l'autre. C'est ça. Pourquoi ce que vous voyez ici, c'est pas la même chose que là? Quelle est la différence? Parce que sur le miroir, l'image est confondue avec lui-même. Oui, il est double, c'est double. Et l'image confondue avec lui-même, c'est le grand côté de... C'est la grande partie. Tout le monde a compris? Non. Pas facile à expliquer, hein? C'est dur à expliquer. Je vais l'expliquer comme ça. Ce qui est sur le miroir, son image est confondue avec lui-même. Quand on met la grande épaisseur sur le miroir... Donc, on va obtenir une feuille comme ça. Il y a des feuilles ici. Non, moi, je suis là... C'est pour ça là, que il faut mettre celui-là, moi, je dis. Oui. Parce que ce qui va être confondu avec le miroir, ça va être la pointe de cette espèce de... Qu'est-ce qui se passe ici qui ne se passe pas là-dedans? Il y a une symétrie entre les deux sommets. Il y a cet endroit-là, il y a 2 feuilles qui se touchent, et 2 seulement. Il y a des endroits où il y a 6 feuilles qui se touchent et des endroits où il y a 2 feuilles qui se touchent. Là, nulle part, il y a 2 feuilles qui se touchent. Donc, ce n'est pas celui-là. Alors, vous proposez celui-là. On va essayer. Donc, c'est bon. Si on regarde l'autre, si on veut celui-là, alors ça, c'est ce qu'on avait avec ça. Avec celui-là. D'accord? On avait ça. Donc, celui-là, c'est l'intrus? Ah oui. Forcément? Non, pas forcément. Pas forcément. Bah non, ça peut très bien être celui-là, parce que cette fois-ci, sur le miroir, il y a la longueur de... Bravo! C'est exactement ce qui se passe. Il y a des professionnels ou des visionnaires. Ce qui se passe, c'est qu'on peut découper ce pavage, choisir ce qu'on appelle un domaine fondamental, la plus petite pièce qui, en se reproduisant, va donner le pavage. Ce domaine fondamental, il n'est pas unique. Il y a plusieurs façons de le placer. On a trouvé 2 façons de placer ce domaine fondamental et ça donne la même image. Maintenant, le but, ça va être de reconstruire un pavage, par exemple celui-là. Alors qu'on court entre les 2 chambres, voilà. C'est comme en politique. À votre droite, le Sénat, à votre gauche, l'Assemblée nationale, bien sûr. Vous avez des triangles bleu, blanc, rouge, comme il faut. Voilà du bleu, du blanc et du rouge. Ça, c'est pour la chambre carrée. Vous allez, qu'est-ce qu'on va faire? Essayer de reproduire ça, par exemple. Voilà, et bien ceux qui veulent, vous essayez en mettant des carrés bleu, blanc et rouge, disons que le fond est blanc, si vous voulez, vous essayez de reproduire ça.
Les autres, vous essayez de reproduire ça en mettant des choses comme ça. Voilà du bleu, voilà du bleu. Alors ça, c'est pour eux. Voilà du rouge. Pendant qu'ils s'amusent, je vous explique le principe. La solution, c'est la suivante. Quand on veut faire un pavage, on s'aperçoit qu'il y a des axes de symétrie. Les axes de symétrie vont être joués par les miroirs. Donc il suffit de repérer sur l'image où sont les axes de symétrie. Vous trouvez 3 axes de symétrie à 60 degrés. Ça vous dessine un petit triangle. Il suffit de reproduire l'intérieur de ce petit triangle à l'intérieur de la machine et on verra le pavage en question. Donc si on essaye en tâtonnant, comme ils font, ça prend du temps. Si on essaye en repérant les axes de symétrie, on a automatiquement la solution, on voit ce qu'il faut dessiner ici. C'est déjà fait là pour le carré, bravo. Bravo, c'est peut-être facile, oui. Il est très bien. Donc ici, même chose, on a un axe de symétrie vertical ici, un autre horizontal ici, et donc on reproduit ce qui est dans un petit carré comme ça, on met ça à l'intérieur de la chambre, et à l'intérieur de la chambre, ils ont maintenant exactement ce qu'ils font. On cherche les axes de symétrie. Il y a un axe de symétrie là. Donc, si je cache la moitié, le miroir va me donner gratuitement ce qui est caché. Il y a un autre axe de symétrie ici. Je peux cacher la moitié, le triangle va me donner ce qu'il faut. Il y a un troisième axe de symétrie ici. Je cache ça. Si vous reproduisez ça à l'intérieur de la boîte, c'est terminé. On peut éventuellement trouver plusieurs bases. Le domaine fondamental n'est pas forcément le même, comme tout à l'heure. Exactement comme tout à l'heure. Non, le rouge, il est bon. Faut pas toucher le rouge. Le rouge, il est bon, mais il n'y en a pas assez encore. On n'a pas encore tout un trapèze. Ah, oui. Il faut rajouter un losange. On peut paver, vous avez déjà vu des cuisines carrelées avec des tomates, pavées avec des tomates. Donc avec des hexagones, on peut paver. Une méthode pour paver avec des figures plus exotiques que les hexagones ou les carrés, c'est de partir d'un carré ou d'un hexagone et de le déformer. Vous tordez un peu un côté d'un hexagone. Alors s'il y a une bosse, il va falloir qu'un autre côté de l'hexagone ait un petit creux pour que ça puisse s'encastrer comme il faut. Ça peut se faire de façon tout à fait systématique. Si j'agrandis un peu, je vais bouger un point, un deuxième point, et voyez que quand je bouge un point, l'autre côté va bouger de la même façon. En faisant ça, je peux obtenir un pavage avec des formes un petit peu exotiques. Je modifie mes hexagones tant que je peux, jusqu'à ce que la forme à l'intérieur de l'hexagone commence à ressembler à quelque chose que j'imagine, une bête féroce ou je ne sais quoi. Et à ce moment-là, je lui rajoute un œil, quelques plumes, et ça devient tout à fait réaliste. Comme les Jeux équestres mondiaux cette année avaient lieu à Caen, on est allé faire l'ouverture de la semaine mathématique au Haras du Pin. Et du coup, voilà un pavage fait avec des cavaliers sur leur cheval. Il suffit de partir d'hexagones et puis de modifier un petit peu les points. Si vous voulez déformer le cheval ou le cavalier, il suffit de bouger un petit peu les points. Et une fois que vous avez votre cheval et votre cavalier, vous lui rajoutez un œil ici. Il a encore beaucoup plus l'air d'un cheval. Et on avait comme ça des puzzles en chevaux qui s'emboîtaient très bien. Pour le suivant, vous connaissez peut-être la personne qui a fait ce dessin. C'est Escher. C'est toujours exactement le même principe. Donc j'ai plaqué par-dessus la construction géométrique qui permet de retrouver ce dessin. Comment faire s'encastrer des papillons? Il suffit de partir d'hexagones, encore, de bouger un peu les côtés jusqu'à ce que ça ressemble plus ou moins à un papillon. Et puis après, on met quelque chose d'un peu suggestif à l'intérieur. Quelles sont les pièces avec lesquelles on peut paver? En voilà des pièces avec lesquelles on peut paver. On peut faire des essais. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire des essais de pavage parmi ceux qui ne sont pas déplacés? On va vous apporter des plateaux. Voilà, très bien. Alors, il y a 2 tailles de triangle. Prenez-en une seule taille. Il y en a encore un là. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Celui-là. Ouais, c'est ça. Voilà.
Ce qui m'intéresse, c'est de regarder la symétrie des pavages. Les transformations du plan qui conservent un pavage, parmi elles, il y a des translations. Vous avez vu que ce qui est à l'intérieur ici, il y a la même image, parfois tournée, mais parfois simplement translatée, un petit peu plus loin. Donc on peut être intéressé aux translations qui conservent un pavage. Ces translations, elles forment un réseau de 3 types, un tout petit réseau, un moyen réseau ou un gros réseau. Les tout petits réseaux, c'est un seul point. Un seul point, ce n'est pas très intéressant, ça va donner les rosaces. Il y a un point fixe, et ce point fixe, on ne peut pas le déplacer par translation. Les moyens réseaux, c'est les réseaux d'une droite. C'est tous les multiples d'un vecteur. Pensez à tous les entiers sur la droite, les négatifs, les positifs. Ça, c'est la théorie des frises. Et le labosaïque n'est pour l'instant pas encore équipé pour vous montrer des frises. Et puis les gros réseaux, c'est ce qu'on appelle vraiment des réseaux du plan. C'est les combinaisons de 2 vecteurs qui ne sont pas parallèles. On prend 3 fois l'un plus 17 fois l'autre, et on se déplace dans un sens et dans l'autre. C'est ça qu'on appelle les pavages. Donc il y a les rosaces avec pas de translation, les frises avec les translations le long d'une droite, et les pavages avec 2 translations indépendantes. Vous êtes en train de fabriquer des pavages, et pour certains, ils sont périodiques. La machine en question, elle permet d'étudier les translations et les rotations de certains pavages. Qui a fini? Qui peut me montrer un peu son plat? Pas forcément fini, mais si vous avez un bout de pavage assez raisonnable, déjà. Ah, il y en a un là. Très bien. Super. Il est banal. Il est banal, n'empêche que, regardez, c'est un triangle quelconque. Il n'est pas isocèle, il n'est pas rectangle, il n'est rien du tout. Ce truc-là nous montre qu'avec n'importe quel triangle, on peut paver le plan. Parce que, ben oui, c'est banal. Un parallélogramme, bien sûr que ça pave le plan. On peut faire des bandes et puis après on plaque les bandes les unes sur les autres. Or, avec n'importe quel triangle, si on le fait tourner d'un demi-tour et qu'on le colle contre son voisin, on obtient un parallélogramme. Donc, avec un triangle, on peut paver le plan. Si on fait la même opération avec un quadrilatère, ça marche encore. Un quadrilatère quelconque, vous prenez un quadrilatère, vous faites un demi-tour autour du milieu d'un côté, n'importe quel côté, et vous recommencez autant que vous pouvez. Ça va paver le plan exactement, il n'y aura pas de trou. Tout ça parce que la somme des angles d'un quadrilatère, c'est exactement 360 degrés. Ici, la somme des angles d'un triangle, c'est exactement 180 degrés. Donc avec les triangles, ça marche. Avec les quadrilatères, ça marche. Avec les hexagones, ben, vous avez bien vu, avec les hexagones réguliers, ça marche. Pourquoi ça marche avec les hexagones? Réguliers. Parce que autour d'un sommet, il y a juste ce qu'il faut comme angle pour faire un tour complet. Ça marche avec les carrés, 4 carrés, parce que 4 fois un angle droit, ça fait un tour complet. Ça marche avec 3 pentagones, parce que 3 fois l'angle du pentagone, ça fait un tour complet. Ça ne marche pas avec les... J'ai dit pentagone, hein, peut-être bien, lapsus. Hexagone, ça marche. Avec les pentagones, ça ne marche pas, parce que l'angle n'est pas le bon. Si on met 3 pentagones, il reste un petit trou. Si on essaye d'en mettre 4, il n'y a pas la place. Donc avec les pentagones réguliers, ça ne marche pas. Avec les hexagones pas réguliers, eh bien, il y en a pour qui ça marche et il y en a pour qui ça ne marche pas. Mais on sait dire lesquels marchent et lesquels ne marchent pas. Avec les pentagones, il y a encore du boulot pour les matheux. Parce qu'on connaît 14 familles de pentagones pour lesquelles ça marche, et on ne sait pas si on les a toutes. Donc le problème est ouvert. Quels sont les pentagones avec lesquels on peut paver le plan? Alors là, il y en a qui sont en train de s'amuser, de ne pas y arriver. Et c'est un peu énervant. Ça, c'est des pièces qui sont assez méchantes. Les pièces de M. Esch, qui a inventé des pièces vicieuses. Ces pièces-là, on peut mettre une pièce sur la table, on peut faire un tour complet de la pièce, avec des pièces identiques, et on peut prouver que ce n'est pas possible de faire un deuxième tour. Autrement dit, on ne peut pas paver le plan avec ça, mais on ne s'en aperçoit pas tout de suite. Avec les pentagones réguliers, on s'en aperçoit tout de suite, les angles ne sont pas bons. Avec ce truc-là, les angles sont bons, ça commence très bien. Là, il y a des angles comme il faut. À cet endroit-là, vous voyez qu'il n'y a pas de trou. Et en fait, si on lui pique encore une pièce ici, je pense qu'il y a de quoi. Vous voyez la pièce à cet endroit, cette pièce-là, il y en a tout autour. On a réussi à faire un tour complet de cette pièce-là.
mais on peut montrer qu'on ne peut pas faire un deuxième tour. Il existe des pièces encore plus vicieuses pour lesquelles on peut faire, disons, 4 tours et pas 5, ou 10 tours et pas 11. Mais c'est un problème ouvert, personne ne sait s'il existe une pièce avec laquelle on peut faire 100 tours, mais pas 101. Donc on sait aller jusqu'à 11, peut-être le record du monde c'est 13 maintenant, je ne sais plus, mais le problème est encore ouvert, de savoir jusqu'où on peut aller, trouver une pièce qui fait n, avec laquelle on peut faire n tours, mais pas n plus 1. Dans cette machine-là, je peux insérer le plateau qui est là. La machine, elle montre des translations et des rotations qui conservent le pavage. Ça, c'est pour les translations. Ça, c'est pour les rotations. Alors, vous jouez avec, maintenant, vous mettez le pavage en dessous du transparent. Il y a la même chose que le pavage ici sur le transparent. Donc, vous vous arrangez pour que ça coïncide. Vous tournez et vous translatez. Ah oui. Vas-y. Allez. Vous voyez que le centre, il est à la pointe. Donc, il faut amener cette pointe, par exemple, rouge-rouge, là en dessous. Voilà. Et maintenant, vous tournez d'un quart de tour. Tournez de presque un quart de tour. Non, il n'est pas dessus encore. Encore, un peu, presque, voilà. Là, c'est bon. Alors, il y a un transparent qui est juste au-dessus du pavage. Maintenant, si vous voulez voir les translations, eh bien, vous voyez par exemple qu'en partant d'ici, je peux, sans tourner, translater. Je suis allé trop loin ici, donc je vais aller jusque-là. Et à nouveau, le transparent est juste au-dessus du pavage. Et puis, il y a une translation également dans ce sens-là, en allant ici, par exemple. Et à nouveau, je suis juste au-dessus du pavage. Si je me mets... Où est-ce que j'étais? Ici. On peut regarder les rotations. De combien faut-il tourner pour retomber juste au-dessus? On va voir. Je mets mon doigt devant le repère et vous tournez jusqu'à ce que ça tombe juste au-dessus. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Bien sûr, si on fait un tour complet, ça va retomber dessus. Là, ça va être là. Ah, là, voilà, un demi-tour. Un demi-tour, très bien, 180 degrés. Et donc, si je fais un demi-tour, voilà, au bout de 2 demi-tours, on a vu donc, en un tour complet, on a vu 2 fois l'image. Ce réseau-là, ce pavage-là, il est stable par un demi-tour. Autour de ce point-là. Regardez maintenant, si je change de transparent, c'est le même pavage, mais je ne le centre pas au même point. Alors, vous recommencez la même chose. Voilà, mettez-le, il faut le déplacer exactement, le mettre au bon endroit. Là, par exemple. Ou là. Oui. Ah, bah oui. Voilà, et vous tournez. Voilà, c'est bon. Tournez. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon. Alors, les translations, je ne vous remontre pas, mais on va tourner cette fois. Allons-y. Allez-y. Voilà, je mets mon doigt, il était là en gros, d'accord. Top. Regardez, une fois là, il est bon. Continuez, faites un tour complet. Voilà, oui, on va compter. 2 fois. 3 fois. Et 4 fois. Donc ce pavage est stable autour de certains points par un demi-tour, mais pas un quart, et autour d'autres points par un quart de tour. Et pas mieux que ça. C'est un peu bizarre, non? Parce qu'il devrait être stable. Mathématiquement, c'est difficile. Il devrait être stable. Oui, c'est-à-dire que ça devrait être toujours 180 degrés. Non, justement, il peut y avoir 180 degrés autour de certains points et 90 degrés autour d'autres points. Ce n'est pas le même centre de rotation. Comment ça s'explique Si on prend 2 rotations de 90 degrés autour de 2 points différents, puisque le pavage est stable par translation, ces 2 rotations de 90 degrés, elles vont se composer en une nouvelle rotation dont le centre est encore ailleurs, qui, elle, fait 180 degrés. Si vous regardez ce pavage-là, par exemple, on ne va pas faire tous les transparents. Avec ce pavage-là, on s'aperçoit qu'il n'y a rien à faire, il faut faire un tour complet avant de retomber sur ses pattes. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de dire que ces 2 pavages sont différents pour cette raison-là.
La couleur des pièces, ça m'est égal. La forme des pièces, ça m'est égal. La taille des pièces, ça m'est égal. Mais par contre, les opérations qui conservent, c'est ça qui m'intéresse. Si j'essaye tous ces trucs-là, je vais avoir plein de pavages différents. Peut-être une infinité. Il y en a qui doutent. Beaucoup. Des milliers. Pas sûr. Beaucoup. Une infinité. Une petite infinité, une grosse infinité. Une infinité, c'est une infinité. Une bonne infinité. Ah, ça c'est à discuter. Une infinité, c'est une infinité, ça sera pour la prochaine conférence. Il y en a 17. C'est tout? Il y en a 17. Il n'y en a pas une de plus. Il y a 17 groupes de pavages dans le plan. Dans l'espace, c'est un peu plus compliqué, mais heureusement, pour les chimistes, il n'y en a qu'un nombre fini aussi. Il y en a 230. Il y en a 230 dans l'espace. Il y en a 17 dans le plan. Regardez, c'est exactement la même chose que ça. Sauf que là, c'est un peu plus décoré. Vous savez où c'est, ça? C'est l'Alhambra. À l'Alhambra, ils ont, dit-on, c'est un petit peu polémique, les 17 pavages. Il y en a 14 pour lesquels c'est clair. Et puis les 3 autres, il y a suffisamment peu de tuiles pour qu'on soit bien sûr qu'ils y soient ou qu'ils n'y soient pas. Mais c'est quand même fort d'avoir trouvé essentiellement tous les pavages possibles pour décorer. On a parlé de pavages périodiques ici. Il y a des pavages qui sont pas tout à fait périodiques, mais presque. Il y a une histoire super qui s'est passée il y a une quarantaine d'années. Un physicien mathématicien et un chimiste qui ont découvert en gros à la même époque presque la même chose. Le chimiste, il s'appelait Shechtman, Dan Shechtman. Il a reçu le prix Nobel il y a 3 ans pour sa découverte des quasi-cristaux. Le physicien mathématicien, c'est Roger Penrose, qui a découvert les pavages quasi-périodiques. Faites passer les photos de la rue piétonne au centre d'Helsinki. Il y a un pavage qui est assez régulier, mais qui est quand même assez vivant parce que ça ne se répète jamais exactement pareil. Et pour faire ça, du côté mathématique, Penrose a trouvé 2 pièces. Alors il faut 2 tuiles différentes et non pas une seule comme ici. On a mis des pastilles en plus, juste pour éviter de découper des petites dents dans les pièces. Normalement, il faudrait des petites dents pour qu'elles ne puissent s'encastrer que d'une certaine façon. Une autre possibilité, c'est de faire des pièces toutes simples, faciles à découper, et de mettre des règles de recollage. On a le droit de recoller seulement un sommet où il y a une pastille avec un sommet où il y a une pastille. Ou alors, pas de pastille pour personne. Personne ou tout le monde. Voilà, c'est l'égalité. Si on respecte cette règle-là, on peut montrer, Roger Penrose a montré, qu'on peut paver le plan avec des pièces comme ça. Alors, on ne peut pas paver le plan infini nous-mêmes, mais on a 600 pièces ici, on peut déjà faire toute la table. C'est possible de paver le plan jusqu'à l'infini, mais c'est impossible de le faire périodiquement. Et du côté chimie, comment ça s'est passé? Eh bien, Shechtman, il mettait ses matériaux dans les machines à diffraction, et aussi bien les chimistes que les mathématiciens savaient depuis très longtemps que sur les pavages du plan ou de l'espace, les cristaux, c'est impossible d'avoir une symétrie d'ordre 5. Là, il y a une symétrie d'ordre 6, un 6e de tour. On en a vu d'ordre 4, on en a vu d'ordre 2, il y en a aussi d'ordre 3. Et bien 5, c'est impossible. C'est facile à montrer mathématiquement, mais il nous faudrait 5 minutes, et je préfère qu'on fasse des trucs plus concrets. Et puis, en mettant dans sa machine à diffraction, là, il y a un 2e truc de l'Alhambra, un 3e, il a vu ça. Et là-dessus, si vous comptez, ben, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a une symétrie d'ordre 10, donc d'ordre 5. Il a dit, c'est pas possible. C'est un cristal, et pourtant, il y a une symétrie d'ordre 5. Voilà, il avait découvert un truc qui était presque cristallin, l'analogue en dimension 3 de ce qu'on fait avec ces pièces-là. C'était presque cristallin, et ça n'était pas tout à fait cristallin. Ça ne pouvait pas être cristallin parce qu'il y a cette symétrie d'ordre 5 qui est là. Qui est-ce qui a vu le dernier Astérix? Ouais. Bon, eh bien, on reconnaît les vrais amateurs de 3D relief. Donc ceux qui l'ont vu, le reste de la conf, c'est pour vous. C'est très simple, on remplace les polygones par des polyèdres.
Les polyèdres, c'est des trucs où il y a des faces, il y a des arêtes et il y a des sommets. Tous les alpinistes connaissent ça. Voilà un autre polyèdre. Ce qui m'intéresse ici, puisque je parle de symétrie, c'est plutôt des polyèdres réguliers. Là, il y a de l'alpinisme, il y a d'autres sports qui sont intéressants. Le ballon de foot, il est là. Vous regardez comment c'est fait. Il y a d'autres trucs qui sont rigolos. Il y a des balles de golf. Vous voyez les petits trous qui sont agencés régulièrement sur la balle de golf. Vous voyez la balle de tennis. Est-ce qu'elle a des symétries? Est-ce qu'elle n'a pas de symétrie? À propos de ballon de foot, j'avais prévu en fait de faire un foot demain avec les copains. Et j'ai voulu acheter un ballon. C'est horriblement cher, les ballons de foot. 3 €, c'est de l'arnaque. J'avais que 5 centimes. Je ne pouvais rien faire. Je suis allé à ma banque, je leur ai demandé un prêt à taux zéro. Ils m'ont dit 3 €, pas possible. Pas au-delà de 2,95. Alors j'ai dit d'accord pour 2,95. Ils m'ont prêté 2,95. J'avais mes 5 centimes. Je suis allé acheter un ballon de foot. Et le ballon de foot, il est là. Et je leur ai dit, mais je suis embêté parce que je n'ai pas l'argent pour vous rembourser. Ils m'ont dit, vous n'avez qu'à aller faire une conf à Paris. Vous avez des miroirs, vous avez un public, vous pouvez vous débrouiller. Alors, il va falloir que vous m'aidiez un petit peu. Qu'est-ce que je peux faire avec un miroir et mon ballon pour arriver à trouver des sous? Il faut que je me fasse rembourser. Si je mets le ballon devant le miroir, c'est pas mal parce que j'ai 2 ballons du coup. Mais je ne veux pas 2 ballons, je veux un seul ballon. Et par contre, j'aimerais bien être un peu remboursé. Donc j'ai eu cette idée, je vais en prendre que la moitié. Avec mon miroir, j'aurai un ballon complet et l'autre moitié, je la vends. Alors allons-y, on sort le couteau de la grand-mère. Voilà, on a du courant. Je m'aperçois qu'il y a une symétrie sur ce ballon, regardez. Ici, c'est la même chose à droite et à gauche. Donc, je peux couper mon ballon le long de cet axe de symétrie. Et comme ils m'ont dit que les gens m'aideraient, j'ai payé mon ballon 3 €. Ça me paraît un bon deal de dire, vous pouvez m'acheter ce demi-ballon à 1,50 €. C'est d'accord? Empoché. J'ai mon 1,50 €. Je vais pouvoir rembourser une petite partie à la banque. C'est pas mal. Il me reste un demi-ballon, pas de problème, j'ai mon miroir. Vous voyez qu'avec le miroir, j'ai un ballon complet. Mais en fait, c'est beaucoup mieux que ça, parce que regardez, il y a un autre axe de symétrie là. Puisqu'il y a un autre axe de symétrie, je peux recouper mon ballon et en revendre une petite partie. Je vais recouper mon ballon le long de cet axe de symétrie. Et je suis sûr que monsieur se fera un plaisir d'acheter 3/10 de ballon pour 90 centimes. C'est réglo. Il ne me reste plus que 60 centimes à payer à ma banque. Très bien. Sauf qu'il ne m'en reste pas beaucoup. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Avec le miroir qui est là. J'ai un angle d'un 1/5 de tour, donc je me mets sur 72 degrés. Je mets ma petite tranche ici. Et vous voyez, il y a un ballon complet. C'est fabuleux. Dites voir, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a encore un plan de symétrie. Il y a un 3e plan de symétrie. Je reprends mon couteau, je recoupe le long de ce 3e plan de symétrie. Il ne me reste plus grand-chose. De ce petit morceau, j'en ai un 12e ici, 11/12 là. Ça faisait 60 centimes, 5 centimes pour celui-là, 55 pour l'autre. Vous achetez? 55 centimes. Ça va, hein? Il me reste ça. Le problème, c'est qu'il me faudrait un 3e miroir. Ça tombe bien, je l'ai amené. 3e miroir, il est ici. Alors, vous voyez, il y a un angle ici. C'est noir, c'est un peu spécial. Ici, il y a un angle qui est un peu plus grand que les deux autres.
Donc vous mettez le petit morceau avec le noir à droite et vous l'enfilez dans le trou, jusqu'au fond. Et vous regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a un ballon complet au fond du trou. Je l'ai payé au total 5 centimes, puisque tout le monde m'a remboursé. Voilà le ballon total. Il y a d'autres miroirs. Pourquoi il y a d'autres miroirs? Parce que c'est lié aux polyèdres réguliers. En fait, il y en a très peu. Il y en a 5. Les polyèdres réguliers, c'est ceux dont les faces sont des polygones réguliers, des triangles équilatéraux, des carrés, des pentagones, des hexagones réguliers, etc. Les faces sont toutes identiques et à chaque sommet, il se passe la même chose. Il y a le même nombre de faces qui arrivent à chaque sommet. Et on s'aperçoit, pour la même raison qu'on pouvait paver avec les hexagones et pas avec les pentagones, que si on essaye de fabriquer un polyèdre régulier, par exemple avec des carrés, on peut en mettre 3 autour d'un sommet, ça va nous donner un cube. Si on essaye d'en mettre 4, c'est tout plat. Ça ne va pas fabriquer un polyèdre. Les pentagones, on peut en mettre 3 autour d'un sommet, mais il n'y a pas la place d'en mettre 4, sinon ça va gondoler. Les triangles, on peut en mettre 3, ça va nous donner un petit tétraèdre, là, une pyramide à base triangulaire. On peut en mettre 4, ça nous donne un octaèdre. On peut en mettre 5, ça nous donne un icosaèdre qui a 20 faces triangulaires. Icosi, c'est 20. Et Platon connaissait déjà la liste complète des polyèdres réguliers. Il n'a pas fait la démonstration. C'est assez rigolo parce que pour les matheux, le fait de voir ça, ce n'est pas du tout une preuve que ça existe. Ce bout de bois, il existe, oui, d'accord. Mais est-ce qu'il existe un polyèdre régulier à 20 faces? Celui-là, il n'est pas régulier. Ça se voit d'ailleurs si on regarde de près, il n'est pas parfaitement régulier. Est-ce que ça existe, un polyèdre parfaitement régulier à 20 faces? Ce n'est pas si facile que ça à prouver. Ce n'est pas très difficile. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a plein de bouquins, par exemple d'enseignement de la géométrie, dans lesquels on montre qu'il n'y a pas d'autres polyèdres réguliers. On dit on prend l'icosaèdre, on prend le dodécaèdre, on prend le cube, on prend le tétraèdre. Et puis il n'y a pas marqué pourquoi ils existent, ces trucs-là. Comme si les gens avaient un peu peur de montrer vraiment que ça existe, parce que ça prend un petit peu de temps. Alors, il y a 5 polyèdres réguliers. Ces polyèdres réguliers, ils sont répartis en 3 familles. Il y a des conjoints, des duos, on appelle ça, des duos. Celui-là, son copain, c'est celui-là, le dodécaèdre régulier, il a des faces pentagonales. Celui-là, il a 20 faces triangulaires et 12 sommets. Celui-là, il a 12 faces et 20 sommets. Ce qui est rigolo, c'est que si on pouvait mettre l'un à l'intérieur de l'autre, on pourrait avoir les milieux des faces de celui-là juste en face des sommets de l'autre. Ils ont exactement la même symétrie, donc ils vont ensemble. Il y a le cube et l'octaèdre qui vont ensemble pour la même raison. Et puis le tétraèdre, si on prend les milieux de ses faces, ça donne 4 points qui forment également un tétraèdre. Il est autodual. Donc on a 3 familles de polyèdres réguliers qui ont certaines symétries. Les symétries sont ici. Le ballon de foot a exactement les mêmes symétries que l'icosaèdre. Alors, à partir de là, je vais vous montrer comment fabriquer, pour pas cher, des polyèdres réguliers. On va commencer avec ce miroir-là. Je prends juste un seul bâton et j'essaye de le mettre là-dedans au bon endroit. J'ai mis un seul bâton et venez regarder. On voit ça. On voit les 30 arêtes du dodécaèdre. Alors ici, par exemple, on a utilisé une imprimante 3D pour fabriquer un ballon de foot. Ça, c'est la version un peu plus propre du ballon de foot. Si je rentre cette pièce-là à l'intérieur, il est là. Cette pièce-là, qu'est-ce que ça va me donner? Ce n'est pas vraiment une sphère puisque c'est plan, mais il commence à y avoir pas mal de faces. Des faces losanges, il y en a 30. Le triacontaèdre rhombique, qui a les mêmes symétries que l'icosaèdre, que le dodécaèdre ou que le ballon de foot, parce que c'est les mêmes miroirs exactement. Avec un miroir ici, je peux fabriquer des cubes, je peux fabriquer des octaèdres.
Les cubes, ça s'empile dans l'espace, ça peut remplir l'espace. Hein. C'est-à-dire on peut paver l'espace avec des cubes. En jouant avec ce truc-là, on peut fabriquer des solides qui remplissent l'espace. Il y a des solides un peu moins évidents que le cube qui remplissent l'espace. Il y a un dodécaèdre avec des faces losanges, comme celui qui est là, pas tout à fait le même, qu'on appelle le dodécaèdre rhombique, qui permet de paver l'espace. Aristote avait écrit, il est admis, qu'il y a simplement 3 figures planes qui pavent le plan, l'hexagone, le triangle et le carré. Et qu'il y a que, alors quand il parlait des figures planes, c'était les polygones réguliers. Et qu'il n'y a que 2 figures solides qui peuvent paver l'espace. Il y a le cube et puis il y a le tétraèdre. J'en prends 1, 2, 3, 4 et 5. Ils se recollent pour former une couronne et je peux en mettre d'autres. Mais ce que je vous disais tout à l'heure à propos de l'icosaèdre, vous voyez bien, on a un truc en bois, ça existe, pas pour le mathématicien. Et bien ça marchait pour Aristote, et puis on s'est aperçu 1000 ans plus tard que ça ne marche pas. Si on calcule l'angle, ou si on fait une manip un peu plus propre que ce que je suis en train de faire, on s'aperçoit qu'il y a un petit espace ici. Et donc on ne peut pas paver l'espace avec des tétraèdres. Alors maintenant, il y a un grand concours qui est ouvert depuis Hilbert, au Congrès international des mathématiciens de 1900. Dans l'un de ses problèmes, il avait dit quelle est la densité maximale avec laquelle on peut remplir l'espace si on prend des pièces toutes identiques, avec des sphères, avec des tétraèdres, avec des trucs comme ça. Ben pour les tétraèdres, on ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout. C'est toujours ouvert. On sait qu'en secouant bien un camion plein de tétraèdres, on va pouvoir arriver au moins à 85 et quelques % de l'espace rempli par les tétraèdres. On sait qu'on n'arrivera jamais à mieux que 99,999999, il y en a une vingtaine de 9 comme ça, et on ne sait pas faire mieux entre les deux. Entre 85 et quelques % et 100% moins un milliardième, on ne sait pas où est la vérité. Voilà encore un problème ouvert. Il y a plein de problèmes ouverts qui restent là-dedans. Une dernière chose quand même, allez, on va bâtir un cristal. Je mets ça dans la boîte. Voilà un octaèdre tronqué. Ces trucs-là, ça peut s'emboîter. Exactement. Alors je vous montre un autre truc justement qui permet de s'empiler. J'ai un petit losange ici. Je mets juste un seul losange. Venez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a un solide qui est un dodécaèdre rhombique. Et puis il y a d'autres trucs autour. On va essayer d'en rajouter un peu pour voir tout un réseau de dodécaèdres rhombiques qui sont empilés les uns dans les autres. Vous allez voir, j'en mets un deuxième comme ça. Et là, on commence à voir que ça peut paver l'espace, qu'ils peuvent s'empiler les uns sur les autres. Là, j'ai mis 3 losanges, mais tout est multiplié par 48 là-dedans. Un truc qui est rigolo, ici j'ai un angle droit. Ici, il y a quel angle? Comment savoir quel est l'angle à cet endroit-là? Vous mettez votre doigt et vous comptez combien il y a de doigts autour du poteau. Il y en a 6, donc c'est un 6e de tour. Ici, il y a combien de doigts? 8? 8. Donc, il y a 45 degrés, 60 degrés, 90 degrés dans ce triangle. C'est bien ça? Qu'est-ce qu'on vous a appris à l'école? Que la somme des angles d'un triangle, c'est 180. Hein, 90 plus 60 plus 45, ça fait 180. Non. On vous a eu à l'école alors? On vous a menti. On vous a simplement pas tout dit peut-être. Ou on a oublié qu'on nous avait tout dit. Effectivement, c'est vrai pour les triangles plans. Ici, il s'agit d'un triangle sur la sphère. Et pour les triangles sur la sphère, la somme des angles d'un triangle est supérieure à 180 degrés. Et plus le triangle est gros, plus c'est supérieur à 180 degrés.
Ici, j'ai combien en trop? Alors, j'ai un quart de tour, plus un sixième, plus un huitième. Un quart, c'est 6 24e. Ici, j'ai 3 24e, ça en fait 9. Et un 8... non, j'ai dit c'est un sixième, j'ai 4 24e. Donc j'en ai 6 et 4, 10. Et encore 3, ça fait 13 24e. 13 24e de tour, ça fait un 24e de trop. Du fait qu'il y a un 24e de trop dans les angles, ça veut dire que cette surface-là, c'est un 48e, 2 fois 24, de la sphère totale. L'excédent d'angle est proportionnel à la surface. Voilà, Monsieur Gauss. Tout ce que vous mettez à l'intérieur, c'est multiplié par 48. Effectivement, il y a 48 triangles comme ça sur la sphère. Il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. Voilà, sur cette demi-sphère, il y en a 24. On ne dirait pas trop, hein, il a l'air plus gros qu'un 24e, mais c'est comme ça. Sur le précédent, il y en a 60. Il y en a 60, à vrai dire, tout à l'heure, j'aurais pu avoir mon ballon de foot pour moins cher que ça. Encore 2,5 cm, ça aurait suffi, parce que regardez, c'est encore symétrique la pièce que j'ai là. On aurait pu fabriquer une chambre à miroir avec 2 fois moins, puisque le groupe de symétrie de l'icosaèdre, il n'est pas d'ordre 60, il est d'ordre 120. Mais on n'aurait pas réussi à enfiler la main dans les miroirs, donc on a fait un truc 2 fois plus gros simplement que le domaine fondamental. Voilà. Si vous prenez, pensez à un quadrillage dans le plan, un quadrillage carré dans le plan, d'accord? Vous prenez une bande de papier de largeur un peu plus que la distance entre les points du quadrillage, une bande infinie, et puis vous regardez sur cette bande quels sont les points du quadrillage qui tombent dans la bande. D'accord ? Il y a des distances qui apparaissent. Et en fait, il n'y a que 2 distances possibles. Donc on en a une courte, une courte, une longue, une courte, une courte, une longue, une courte, une courte, une courte, une longue. C'est presque périodique, mais pas tout à fait. On obtient comme ça un quasi-cristal de dimension 1 dans la bande en coupant, finalement, on a coupé le vrai quadrillage du plan, on l'a coupé par une petite tranche linéaire. Si on prend maintenant le quadrillage de l'espace à 5 dimensions, celui-là, c'est bien évident qu'il a une symétrie d'ordre 5. Il suffit de faire une permutation des vecteurs de base. Hein. Vous échangez les directions, celui-là s'envoie ici, celui-là s'envoie là, et puis il y a les 2 autres directions. Donc le quadrillage de dimension 5, il a évidemment une symétrie d'ordre 5. Lorsque vous coupez ce quadrillage de dimension 5 par un truc plan, vous obtenez le pavage de Penrose. Si vous le coupez par un truc de dimension 3, vous obtenez les quasi-cristaux de Shechtman. Il fallait y penser, ce n'est pas tout à fait évident, et ces pavages sont vraiment très très intéressants. C'est très joli esthétiquement, justement parce que ça se répète, mais pas complètement, pas exactement. Je vous ai montré 2 pièces, il y en avait une jaune, une rouge. Et alors, des fois, je laisse les gens jouer avec, et puis comme ça, quand il y a 200 pièces qui sont mises, je leur dis, il y a une erreur quelque part. Et parfois, je sais qu'il y a une erreur, mais je ne sais pas où. Et comment je sais qu'il y a une erreur? C'est parce que le pavage qu'ils obtiennent est trop jaune ou trop rouge. En fait, c'est intrinsèque à ce pavage qu'il doit y avoir juste la bonne proportion de jaune et de rouge. La bonne proportion, c'est le nombre d'or. Ça, c'est pour une autre conférence.